Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Comment ça va, monsieur? Je vais très bien et toi-même? Bah ça va bien, parce que là on est à quelques heures maintenant du choc Karlamoussou contre Michael Lebou. Ça se passe jeudi au Dôme de Paris. Il reste quelques places si voulez y assister en présentiel. Sinon, ce sera sur Canal Plus Sport 360. Là, on a fait l'interview face à face, car il est parti un peu précipitamment malheureusement, mais il y a quelqu'un qui connaît très bien ces deux hommes, qui les a côtoyés, qui sait tout ce qui s'est passé. Et moi, Fernand, je vais te poser une question qui peut paraître un petit peu bête, mais pourquoi Michael Lebou a l'air aussi sûr de lui? Parce qu'il pense connaître euh, Kalamoussou. Il pense connaître. Je dis pense connaître parce que je pense qu'il ne le connaît pas complètement. Ils ne se sont pas beaucoup fréquentés, mine de rien. Ils étaient dans la même salle, mais il y avait une espèce de groupe dans le groupe. En gros, Cal n'était pas très à- ami avec Michael Lebou puisqu'ils étaient dans la même caté. Et surtout, Karl était dans un groupe d'amis qui était composé des 77 kilos. Voilà, donc il y avait Yacine Belage, 77 kilos, qui a combattu là pour le Cage Warrior. Il y avait Veda, 77 kilos, Taha Abdi, 77 kilos, et tous étaient avec une même poule avec Michael Lebou, 76 kilos, qui est descendu à 70 kilos à l'UFC. Donc cette poule-là était un peu, on va dire, anti-Karl Amoussou dans l'OMMA Factory. Parce que Karl était le mâle dominant à l'époque. Il faut se rappeler, Karl Amoussou était classé 24e mondial. C'est un score monstrueux. Voilà, vraiment c'est un score monstrueux au niveau mondial. Et donc, à la salle, il y avait souvent pas mal de blessures venues de sa part parce que les coups de genoux, ça pétait les côtes, il cassait les côtes, enfin, les soumissions, les clés de talons, ça allait dans tous les sens. Et il y avait pas mal de 84 kilos, de 67 kilos à la salle qui étaient dans ces, dans ces eaux-là. Le seul qui était vraiment différent des autres dans l'attitude, enfin, dans l'attitude et aussi dans le côté un peu intouchable, c'était, comment il s'appelle, Nassoudine Imavov. Mais sinon, ça se jouait beaucoup autour de ça. Et puis, il y a eu pendant très longtemps comment dire, une véritable animosité due au fait que les deux avançaient très bien. Michael Lebou, de son côté, avait fait pas mal de petites compétitions qui lui ont amené sur des compétitions moyennes, mais intéressantes, comme à sa signature Obama. Il a combattu au PLMMA en Pologne, qui était à l'époque l'organisation qui avait des bons prospects, qui lui ont permis de se positionner bien de façon à ce que quand l'UFC arrivait en Pologne, il était en pole position. D'un autre côté, il y avait Kalamoussou qui faisait ses classes de manière très correcte dans toutes les organisations européenne. Il est passé par le Cage Warrior, il a fait le Venator, il a fait le ROFC, il a fait euh, le Bellator, il a fait tout ça. Et donc, il faisait tout pour être correct. Lui, il est arrivé des États-Unis avec une carrière qui était en dents de scie. Il venait de l'American Top Team. Il arrive au MMA Factory. À la suite de ça, on monte avec lui sur une série de 7 victoires consécutives où il écume les organisations et il gagne. De l'autre côté, Michael Lebou, lui aussi sort d'une organisation de FFA de Mathieu avec une carrière dans de scie. Il va monter aussi au MMA Factory correctement, de manière très correcte en assurant des combats qui prend progressivement. Et les deux vont se croiser à un moment donné où leurs deux dossiers sont donnés à Joe Silva à l'époque. C'était avant Shelby. C'était Joe Silva, le matchmaker à l'UFC. Et, et moi, je prends des précautions. Je suis un agent qui a signé un contrat avec une agence qui s'appelle euh, On the Road Management, qui est l'agence de
Thiago Kamura, c'est mon premier co-management. Donc, je signe avec lui, je suis le manager des méga. On partage avec lui sur notre groupe de management les filles, comment dire, les compensations financières de chacun de nos élèves. Et donc, à ça, on a ces projections-là où on donne les deux noms à Joe Silva et on a la réponse de je veux Michael Lebou et ne me parlez plus, pour le moment, ne me parlez pas de Kala Moussou. Et c'est incroyable parce que Kala Moussou, il est classé euh, genre 24e mondial. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Michael Lebou est classé genre 200. Mais l'UFC va choisir Michael Lebou à ce moment-là et va pas choisir Kala Moussou. Donc, ça crée beaucoup d'embrouilles, en tout cas avec moi d'abord. C'est que malgré qu'ils soient en copie les deux de ce que je présente à l'UFC, pour ne pas avoir des soucis, pour ne pas avoir des choix de dire, bon, tu as préféré un tel à tel, j'ai fait les deux choix. Malgré ça, Cal me boude sérieusement. Il est mal, il le vit très très mal, vraiment mal. Et ça tombe à une période où dans la foulée, il y a Francis Ngannou qui signe aussi à l'UFC. Il a à peine 5 combats. Il a 5 victoires, une défaite. Et Karl Amoussou, il a une vingtaine de combats. Il a écumé le monde. Il a fait le M1 Challenge. Il a fait le M1. Il a tout fait. Et donc, du coup, il commence à se poser des questions. Il n'est pas bien. Il a même été champion du Bellator. Il a jusqu'à la mousse été champion du Bellator, sur le tournoi du Bellator, pas la ceinture du Bellator, mais champion du tournoi du Bellator. Ce qui est exceptionnel déjà, il a gagné 100 000 dollars au Bellator. Et malgré ça, l'UFC va dire non. Donc, moi, déjà, en personne, j'aurais du mal à rétablir les choses, que j'ai du mal à le convaincre, à lui dire, euh, peut-être c'est une affaire de timing, c'est une affaire de choix, de style, de manière. On ne sait pas, mais à un moment donné, ils avaient besoin de tel et ils ont pris tel. Bon, peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir à toi. À un moment donné, il faut être patient, il faut un machin. Et bon, finalement, on va se récupérer en termes de relation. Notre amitié va se ressouder. Et il va dire, écoute, je suis désolé, je ne devrais pas t'en vouloir. Je suis juste injuste. On est à la salle, je lui marche dessus, je suis mieux classé. Et puis finalement, c'est lui qu'on choisit. Et puis, Je lui marche dessus parce que en sparring, il avait le nettement de dessus, Karl. oui, il faut pas. Hmm. Ça, c'est quelque chose devant Michael Lebou, je le dis, quoi. Michael Lebou le sait qu'il lui marchait dessus. Il y a pas à chipoter. Et d'ailleurs, c'est ce que Michael Lebou lui-même dit. Que quand je parle avec Michael Lebou et que je lui demande comment tu es si sûr de toi, il me dit, Fernand, c'était avant. Avant, effectivement, il me marchait dessus. Mais attention, maintenant, je sais c'est quoi ses points faibles. Je sais que euh, psychologiquement, il n'est pas stable et je sais que je vais le déstabiliser. Je sais que je vais le mettre mal. Voilà quoi. Je sais que il ne peut pas tenir dans la durée. Je sais que je vais laisser passer la tempête et au deuxième round, je vais le mettre mal. Il le sait. Il a il sait comment ça va se passer. Mais ce n'est pas vraiment. Si on tire les statistiques de Kalamoussou, ça fait froid dans le dos quand même. Parce qu'il faut remettre tout dans le contexte. Kalamoussou a eu un combat très difficile avec celui qui aujourd'hui, à mon avis, est à date le meilleur 77 kilos qu'on ait jamais eu en France, Abdul Abdragimov. Enfin, Abdul aujourd'hui, je ne sais pas, il est Devant quoi? Karl, du coup. Dans le Ah sens, oui, quand tu dis de tous les temps, ou t'es en mode. oui, en global. En Wow. global. Ok. En gros, il faut comprendre que ce n'est pas Karl qui a régressé, c'est le MMA qui a évolué. Pour moi, je ne trouve pas que Karl a régressé. Karl Ok. Amoussou est le même Karl Amoussou avec une stratégie qui varie, qui change des fois, qui n'est plus stable. Il a besoin de stabiliser. Karl Amoussou a besoin d'un cadre stable et équilibré. Il a besoin qu'il y ait de la constance. Il a besoin que ce qu'on appelle les points d'ancrage positifs soient alignés et soient positifs, soient constants. Quand il y a ces trucs-là, même si son conscient dit que c'est bien, son subconscient dit que c'est pas bien. Parce il est très rationnel. Il aime la rationalité. Michael Lebou, c'est un peu un fou. Que ce soit rationnel, pas rationnel, il n'a pas de problème. Et il y va. J'ai eu des expériences avec les deux.
je sais de quoi je parle quand je parle des deux. Michael Lebou, une fois on fait un combat avec Michael Lebou, pendant le combat, il va prendre un mauvais coup au corps, il va vomir dans sa bouche et il va ravaler le vomi qui est dans sa bouche. C'est qu'il va faire il va ravaler le vomi et il va dire excuse-moi, donne-moi un peu d'eau, j'ai vomi dans ma bouche, je me suis. C'est qu'il il est barbare. Il est vraiment à un état barbare. Il est prêt à tout pour gagner. Il est vraiment prêt à tout. C'est un vrai guerrier. D'un autre côté, vous avez un Kalamoussou qui a son A-game. Quand il est bien encadré, quand il est bien dans sa tête, quand il est bien avec sa famille, sa femme, sa fille, il est extrêmement dangereux. C'est l'être humain, l'un des gars les plus dangereux en France. Vraiment, toute catégorie confondue, il est dangereux. Je l'ai vu passer des clés de talons à Francis, quand Francis était déjà à l'UFC. Après le premier combat de Francis et tout, je l'ai vu passer. Imagine le gabarit. Francis est remonté dessus, il est en demi-garde, il force, il passe la clé de talon. Il est extrêmement dangereux quand il est à son aiguille, mais quand il est en confiance avec lui-même. Mais le même, il y a des combats où il va, par exemple, le combat qu'on a fait sur la Belgique une fois, c'était au Fighter, une petite organisation, et on avait eu des changements très perturbants, où on lui avait mis un nouveau combattant qui venait, je crois, de l'Espagne. C'était un mec pas classé du tout. Ça l'a complètement perturbé. On a failli perdre le combat parce que le premier round s'est très mal passé. Il a dû se récupérer. On a dû lui parler au deuxième round. C'était très complexe. Il avait fait un mauvais démarrage et c'était trop fort. C'était trop compliqué. Tout ça pour dire que c'est statistique. Si tu regardes le papier, sur le papier, Kalamoussou aujourd'hui, c'est un mec qui a 82% de finish. C'est que sur les victoires qu'il a, il a 82% de finish. Quand de l'autre côté, le total de finish de Michael Lebou, ça va être 36%. C'est un mec qui gagne souvent à la décision, Michael Lebou. Kalamoussou, sur ses finitions, il a 18% par TKO et 40% par soumission. Parce que le point fort de Michael Lebou, c'est que non, il a 45% de finish, Michael Lebou, avec 36% de soumission. Donc, on sait qu'en termes de soumission, ceux qui voient Michael Lebou gagner à la soumission, s'ils checkent bien les statistiques, c'est sous-estimer le sol de Kalamoussou. Michael Lebou a un sol d'école, un sol technique, un sol posé et contrôlé. Kalamoussou a un sol extrêmement explosif, sur des départs arrêtés qui sont ultra dangereux. Il peut partir de zéro et t'éclater le jeu. Enfin, le gars a fait la carrière de Betorangal, qui était l'une des. À un moment donné, Florent Betorangal était classé numéro 2 en France à 77 kilos, derrière Kalamoussou numéro 1. Les deux se rencontrent sur le premier événement que je fais en France, le premier événement de MMA, en septembre 2015. Ils font le même événement de cet événement sur le cycle d'hiver. Sold out. Kalamoussou a mis littéralement fin à la carrière de Betorangal sur une clé de talon. Ligament croisé, ligament externe, tout arraché. Sur une clé de talon qui va très vite. Il est vraiment dangereux sur départ arrêté. Maintenant, ce sont des techniques que Michael Lebou maîtrise, mais qui va en progression, qui va positionner, faire progresser. Faut pas. Je dis ce combat-là, il est très compliqué à vraiment à prédire. Perso, les chiffres sont effrayants. Alors, ils ont tout fait. Hein. Du côté de Kalamoussou, le M1, il a fait le M1 comme Michael Lebou d'ailleurs. Il a fait le Cage Warrior. Il a été champion du Cage Warrior. Kalamoussou. Il a été champion au Bellator. Sur le tournoi, il a fait le Dream, l'une des meilleures organisations aux États-Unis en Asie à l'époque, le Dream, qui était collé au Sangaku. Il a fait le Strikeforce aux États-Unis. Il a fait le Venato en Italie. Il a fait le Brave. Voilà. Il a eu, dans toute sa vie, il a été terminé sur quasiment, il a quoi? Il a 39 combats. Il a 37 ans, il a 39 combats. Sur tous ces combats, il a perdu 4 fois par finish. Une fois par Licheux Linares, qui a fini à l'UFC, au M1. Une fois par Ben Askren, qui était au Bellator, qui a fini aussi à l'UFC.
une fois au bref par KO avec un mec qui s'appelle Rodrigo, et puis la dernière fois par Abdul Abduragimov, un monstre. D'un autre côté, Michael Lebou, lui, il a fait le SHE, le PLMMA, l'UFC, le BAMA, le M1, il a tout fait. Et Michael Lebou, sur toute sa carrière, il a perdu une seule fois. On l'a finalisé une seule fois. Sur les 36 combats de Michael Lebou, il y a eu quelques blessures, comme avec Elijah Bokeli au 100% fight, comme avec Ramon au M1, les blessures de l'épaule. Mais sinon, Michael Lebou ne s'est jamais fait finaliser. Il est extrêmement endurant. S'il y a quelqu'un qui peut le finaliser, c'est quelqu'un qui est capable d'aller très rapidement sur une guillotine, très rapidement sur une clé de bras à la volée, très rapidement sur... Enfin, toutes les soumissions de Karl Amoussou sont des pas arrêtés d'une vitesse incroyable. Moi, je pense qu'on a le banger fight. On a un combat ultra. On ne peut pas faire mieux en termes de combativité. En termes de rapprochement, le numéro 1 en France, c'est comment il s'appelle, Abdul Abduragimov, qui est classé. Je vais trouver le classement d'Abdul. Vous êtes bien loin, monsieur Fernand Lopez, là, pour le micro. Il faut le rapprocher un tout petit peu. Petit peu. Voilà, parfait. C'est ça. Abdul est classé. Je ne le vois pas ici, je ne sais pas ce que j'ai là, mais en tout cas, Michael Lebou est classé 218. Le meilleur classement qu'ait jamais eu Michael Lebou, c'est 109, 109e mondial. À côté de ça, on a Karl Amoussou qui est classé 208, dont il est 10 places devant Michael Lebou. Mais Karl Amoussou a déjà été classé 24e mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est énorme. 24e mondial. C'est monstrueux. Et les deux sont chacun sur les 5 derniers combats, ils sont sur 3-2. 3 victoires, 2 défaites. Michael Lebou, lui, il est sur 2 défaites consécutives. Karl Amoussou, il est sur 2 défaites plus 2 victoires. 2 victoires pour victoire. Lebou aussi, il est sur 2 victoires, je crois. Non. Lebou est sur 2 victoires consécutives. C'est ça. Et Karl Amoussou est sur 2 victoires suivies d'une défaite. La dernière défaite contre Karl Amoussou. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, qui va encore pimenter le truc, c'est que Michael Lebou, son dernier combat, il a battu Kevin Road. Tu sais c'est qui? Je sais qui est Kevin Road, qui s'entraîne avec Karl Amoussou. C'est l'élève de Karl Amoussou. Voilà. Donc je pense que Karl Amoussou a une double volonté il y a même une triple volonté, il y a une triple motivation de pouvoir battre Michael Lebou. En tout cas, voilà. Et toi juste, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce combat-là? Parce qu'on peut se dire que, il y avait énormément de combats à faire, tu vois. L'idée d'Ares, c'est d'apporter au public français ce qui peut se faire de meilleur, ce que l'UFC n'a pas réussi à faire parce qu'il n'avait pas les conditions et les contacts qui vont avec. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. On a Abdul, Karl Amoussou, Michael Lebou. Juste après Abdul, tu prends les 2 Français qui suivent, tu les mets en place et tu as le banger. Tu ne peux pas faire mieux. Il n'y a pas faire mieux. Les deux, même si Michael Lebou essaie de taquiner Karl Amoussou en lui, affligeant la nationalité allemande, puisqu'il a une double nationalité. Il a une maman allemande et un papa qui est français, enfin, un papa qui est béninois, et les deux, enfin, lui, il a la nationalité française. Michael Lebou essaie de l'attaquer parce qu'à un moment donné, quand on avait les problèmes de l'interdiction du MMA en France, il avait pris une position politique en disant, pour exprimer son mécontentement et sa rébellion, il va prendre la nationalité de sa maman qui est allemande. Et donc, du coup, Michael Lebou dit, toi, de toute façon, tu n'es pas français, tu es allemand, tu ne combats pas pour la France. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas, très peu de Français ont une si grosse identité française en termes de MMA. Il a fait les beaux jours du MMA français et on peut dire ce qu'on veut, mais on ne pourra pas le lui retirer. Et donc, je pense que ce sont 2 Français qui vont regaler le Dôme de Paris le jeudi 8 décembre prochain. Alright. Tu vois quoi comme conclusion, toi, pour ce combat, même si t'as pas le droit de le dire? Je ne peux pas, c'est toi qui peux le dire, par contre. Non, mais moi, je sais pas. Non, moi, je sais pas non plus. Non, que tu saches ou pas, je veux que tu te mouilles bien pour l'UFC, tu donnes tes vrai tout le temps. Arrête d'avoir peur, arrête de pourquoi t'as peur? Dis, non, il va rien te il va rien te faire, Michael. Il va rien te faire, Karl. Vas-y, prononce-toi. Non, bah moi je veux une victoire de Karl Amoussou. Je veux une victoire de Karl Amoussou. Il faut savoir raison garder. Je pense qu'au regard de son palmarès, je pense qu'au regard de tout ce qu'il a fait. Et je crois que tu en avais parlé aussi en début de podcast, voilà la performance contre Abdul Abduragimov. Vous regardez tous les mecs qui affrontent Abdul aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui,
en dehors de l'UFC, c'est très compliqué pour n'importe qui en 77 kilos d'affronter Abdul. C'est comme toute proportion gardée là aussi, où vous mettez tous les mecs qui affrontent Habib, tous les mecs qui affrontent Ramzat, quand vous les voyez contre d'autres gars, vous voyez la vraie valeur des gars. Et là, pour C'est moi, ça. c'est pareil avec Abdul. Et là, je pense que les gens vont se rendre compte de ce qui se passe avec Karla Moussou quand il affronte quelqu'un d'autre qu'Abdul. Mais là où moi je suis chaud, c'est j'aime bien. Enfin, Michael Lebou, tu vois, on sent qu'il est convaincu de quelque chose et il est prêt à pousser ce truc-là jusqu'au bout. Ça passe ou ça casse, de toute façon, on aura la réponse jeudi. Mais il a envie de voir ce que ça peut donner, tu vois. Donc affaire à suivre. Mais je pense que, bon, sportivement, avantage Karlamoussou quand même. Sportivement, oui. Physiquement, Karl est là. Je pense qu'il est en avance. Techniquement, je pense qu'il est en avance. Sur la combativité générale et sur le mental, on peut dire que Michael Lebou a une avance dessus. Il est malin. Il sait gérer la tension mentale. Il sait amener le truc où c'est en eau profonde. Il sait comment naviguer et voilà. Ça va être un beau combat. Ça va être un beau combat. C'est tout ce Ok, qu'on peut dire. et bah let's go. Rendez-vous jeudi 8 décembre, je le rappelle, sur Canal Plus Sport 360. Tu nous avais aussi teasé quelque chose, Fernand, il y a quelques jours. C'était Tai Tuivasa contre Sergei Pavlovich. Comme quoi, vous voyez, de temps en temps, Fernand, il se trompe pas dans ses pronostics sportifs. Bon, Ah, t'es pas gentil, toi. T'as rejoint les haters, là. C'est pas bien. C'est pas bien. T'es pas gentil avec moi. ça... Sérieux, en termes de pronostic. Non, Vas-y, c'est... sors mon palmarès en termes de pronostic, sérieusement. Ah bah, ça tombe bien, j'ai une ardoise. Elle est pas très reluisante, hein. Attention. Non, 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 Fernand, il est bon. Fernand, il est bon. Et là, franchement... Pouf. C'est d'ailleurs, est-ce que, enfin, parce que moi j'ai pas pensé, enfin, tu vas me dire ce que t'en as pensé du, donc déjà Sergei Pavlovich s'est imposé par TKO en 55 secondes contre Tai Tuivasa, mais moi de ce que j'ai vu, je me dis que même s'il n'y avait pas eu le combat contre Cyril 3 mois avant, le résultat aurait été pareil. Non, je suis pas d'accord. Ok. Non, 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 du tout. Je l'avais dit et je le prévoyais en me disant, c'est pas possible. Le combat que Cyril a livré, même Cyril, qui était le vainqueur, Ah en est oui. sorti dépouillé. Nous, Cyril n'a pas encore terminé de récupérer là. Il est celui qui a gagné. Il est celui qui a fait le dernier KO. Mais il n'a pas encore complètement récupéré puisqu'il est encore en convalescence. Il a encore certaines blessures qui traînent aux pieds, aux mains. Ça prend du temps à remonter la pente. Et vous nous dites que ça, lui, il est déjà en train de combattre. Ça veut dire qu'il a eu 2 mois d'entraînement alors qu'il n'était même pas rétabli. Je ne le sentais pas bien. Je ne le sentais pas bien, surtout contre ce profil-là. Il est particulier, hein. Faut le comprendre que son adversaire, Pavlovich, est complètement, il est particulier. Il y a rarement, tu as des personnes avec une telle allonge, c'est la plus grosse envergure de l'UFC. Même si en allonge, il est battu, mais en termes d'envergure, parce que au-delà de ses membres et des bras, il a la ceinture scapulaire qui est énorme. Sa largeur d'épaule est énorme et ça lui donne quelques centimètres en plus. Le gars se plante. Quand il se positionne, il est à la fois bon pour masteriser la distance qui le sépare de son adversaire. Il n'entre pas trop pour ne pas donner l'occasion à quelqu'un qui a des membres courts comme Taituvasa de le toucher, parce que Taituvasa, il s'est battu quand il était touché. Il s'est vraiment battu comme il pouvait. Mais il a connecté 2 fois déjà le menton de ce mec en granit. Il a connecté deux Exactement. fois. C'est pour ça, tu vois, que j'étais en mode, il a déjà été dans ces situations-là, comme contre Greg Hardy, par exemple. Oui, mais Greg Hardy n'était pas aussi précis. C'est rare Complètement. d'avoir un mec qui frappe aussi fort, qui a des membres aussi longs et qui est précis sur chaque shot qu'il envoie. Il n'y a pas un coup qui a manqué. Il a connecté à chaque fois. Et le mec, c'est un dos argenté. Comment il se tient debout, c'est pas. Il est une structure. Tu sais, quand il y a la boxe, il y a des percussions, il y a des moments où vous vous percutez les corps. Et il y a des moments où il y a quelqu'un qui prend l'ascendant parce qu'il est plus lourd, plus épais, plus assis dans sa garde et tout. Systématiquement, quand il se tamponne avec quelqu'un, il y a un ressort. L'autre repart de l'autre côté. C'est un vrai mur, le mec. Et
il n'y avait pas de solution pour le pauvre. Quand tu es frais, quand tu reviens d'un nouveau camp d'entraînement, quand tu t'es apprêté, tu peux gérer, tu peux changer les choses, tu peux avoir la fraîcheur de me dire, OK, c'est quoi? Je vais mesurer pour mettre les low kicks. Il a voulu mettre les low kicks, il n'était même pas, il ne démarrait même pas le low kick. Il se faisait tamponner par un bras avant, suivi d'un bras arrière, uppercut. C'est pas gérable. Donc, je pense que le monde du MMA a un nouvel empereur. C'est un tsar. Je pense vraiment que ce mec-là va redorer le blason du MMA russe. Je ne parle pas du MMA caucasien, je parle du MMA russe, en mode, voilà quoi. Et je pense que ce mec-là a l'étoffe de faire mal. Mais Il va poser beaucoup jusqu'à de où? problèmes. Ben oui, parce que là, toi, t'es investi quand même là-dedans. T'as ton petit poulain qui est numéro 1 du classement. Après ça, est-ce que tu te dis, fou? Ah oui, ah oui, je serais un mytho si je ne me dis pas que ça va être laborieux. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a deux mondes qui vont être compliqués pour Sergei Pavlovich. C'est le monde des gros lutteurs, comme Curtis Blade. C'est un problème pour des gens comme Pavlovich, mais c'est aussi un problème pour des gens comme Cyril Gann. Mais il y a une cryptique, en fait, c'est que de l'autre côté, Cyril Gann a un problème pour des gens comme Pavlovich, dans l'idée où, en termes de gestion des distances, Pavlovich bat les autres parce qu'il gère la distance avec les membres supérieurs. Sauf que les membres inférieurs sont un peu plus longs que les membres supérieurs. Donc, si jamais Cyril se mettait en membre inférieur et essayait de gérer la distance qui le sépare de Pavlovich, comment il va contourner la problématique? Comment Pavlovich va contourner la problématique quand il va se retrouver face à Curtis Blade? Voilà les deux points d'interrogation qu'il y a. Mais au milieu de ça, ceux qui veulent échanger avec lui et qui n'ont pas la puissance et la fraîcheur pour lutter, je ne vous parle pas de Stipe, parce que Stipe n'a plus la fraîcheur pour lutter. Si Stipe se retrouve face à Pavlovich, il va lui arriver un accident. Il va le blesser vraiment. Il va lui faire mal. Parce que la lutte à l'ancienne, ça ne va pas marcher. Il va falloir une lutte qui est brutale, une lutte qui a des préactions de boxe qui sont solides. C'est pour ça que je vous parle de Curtis Blade. Curtis Blade a un problème parce qu'il peut apporter une boxe décente, mettre en danger celui qui veut refuser la lutte, au point où tu t'engages à boxer sérieusement pour ne pas te mettre KO. Et si tu t'engages à boxer sérieusement, il sort son jockey et là tu tombes. Ça, il peut le faire à Pavlovich. Cyril peut gérer la distance et trouver un moyen pour l'amener en eau trouble sur le troisième round pour se mettre à rentrer dans la boîte, monter au filet et lui faire mal. Ça, c'est deux extrêmes, mais on ne sait pas encore comment ça va réagir. Toujours est-il qu'en tant qu'entraîneur et manager de Cyril, je pense qu'il y aurait moyen de le battre. Mais je suis conscient que ça va être laborieux et que la moindre erreur va être payée cash. Il tape comme un sourd-muet le bout. C'est très difficile de combattre contre lui. Et là, pour lui, quelle suite potentielle ou contre qui t'aimerais bien le voir? Euh... oh, oh, oh. Bah, ce que j'aimerais voir, c'est pas faisable maintenant. Je pense que j'aimerais le voir. Il est dans une lignée de cogneurs, en fait. Il est dans une lignée au descend des cogneurs. Le mec qui a le record des KO à l'UFC, c'est Derrick Lewis. Il a couché. Le mec qui a le record après Derrick Lewis, c'était Tatovasa, il a couché. J'aimerais voir ce que ça donne entre lui et le master des KO du monde. Oh, ouais, mais pareil, j'ai vu ça sur Twitter contre Francis. C'est ça. Ouais. T'imagines le fight? Ah, ce serait Est-ce incroyable. est-ce que tu connais quelqu'un qui ne se connectait pas pour regarder ça? Mais tout le monde, en plus, le choc culturel, enfin, tu peux... C'est trop frontal. Il y a des différences de partout. Il y a des choses. Enfin, tu les opposes. Waouh, tu te dis à tout moment, ça va tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, j'aimerais voir. Et bien sûr, je serais curieux de le voir contre Cyril Gann. Comme je te dis, c'est une vraie énigme pour Cyril de gérer ça. Alors, Cyril a déjà géré des mecs qui avaient le knockout power, comme Tai, comme Derrick, comme Francis Ngannou, qui est le maître de ça, qui est le boss. Il a déjà pu gérer ça. Mais non, ces personnes n'avaient pas la vitesse de tous les mecs que je viens de citer. Le plus technique en boxe, c'est Sergei Pavlovich. Il connaît la boxe anglaise. OK? Le plus, celui qui utilise bien, mieux son envergure
et qui met une pression sans cesse, c'est lui. Quand tu regardes le combat entre Rosenstruck et Francis, tu vas voir la manière dont Francis aborde le combat, cette violence qu'il apporte, qui est effrayante et terrifiante pour tout le monde, mais tu vois que ce n'est pas élaboré comme ce qu'il fait Pavlovich. Il est extrêmement dangereux. C'est pour ça que je te dis, contre Cyril, ça fait peur, sérieusement. Mais je pense que Cyril a les armes pour calmer sa fougue avec l'anglaise. Et je trouve que c'est pas mal en plus parce que là, on voit vraiment ce qui est en train de se passer dans cette catégorie. Enfin, il y a vraiment des gens qui se détachent. Il y a Thomas Spinal aussi, on n'en avait pas parlé, il est toujours absent, mais pour moi, je le mets aussi dans ce train-là aujourd'hui. Absolument. Il fait partie. Oh, bah, il y a encore quelques mois, on considérait Thomas Spinal comme le mec le plus dangereux après Curtis Blade. Ensuite, il y a Tai Tuivasa qui est venu prouver qu'il est dangereux et qui peut coucher des grands noms, y compris Cyril. Et là, on a un nouveau qui était blessé, qui a d'ailleurs refusé de, qui a d'ailleurs dû annuler un combat contre Cyril Gane. À l'époque, au début de Cyril Gane à l'UFC, il a dû annuler le combat parce qu'il était blessé. Nous, on avait validé le combat, mais l'UFC est revenu vers nous en nous disant Pavlovich est blessé, c'est pas possible. Ensuite, le matchmaker m'a dit bon, le mec, il a un bon palmarès, il est à 12-0, il ne voit aucun intérêt d'aller combattre un mec qui a 2-0 et qui n'a pas un titre. Voilà. Et ça s'expliquait. Mais je pense qu'il était vraiment blessé. Aujourd'hui, on a un nouveau loup, un jeune loup, et c'est trop excitant pour la KT. C'est trop excitant de savoir qu'il y a l'ombre de Curtis Blake qui traîne. Il y a l'ombre de Thomas Finland qui traîne. Il y a Tai Tuivasa qui n'a pas dit son dernier mot. Si on lui donne 7 mois de repos et qu'il revient, il peut être extrêmement dangereux. Je pense que même la Fight 4 de l'Australie qui arrive en mars, il faudrait qu'il la saute, qu'il la laisse passer, qu'il se soigne sérieusement. Il a dit d'ailleurs en interview avant Fight, il a dit qu'il avait quelques bobos qui voulaient se faire opérer. Il a dit à DC en disant qu'il avait le genou, la cheville, le machin. Tu vois, s'il dit ça avant combat, imagine ce qu'il aurait avoué après combat. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le mec est allé combattre parce qu'il dit, bon, moi, c'est mon boulot, quoi. Je suis pressé d'être payé. C'est ça, sa déclaration. C'est dur. Je pense qu'il aurait dû prendre du repos et le repos va le faire du bien. Donc, quand tu sais qu'il est là, il traîne. Il y a John Jones qui traîne dans les paresses. Il y a Curtis Blade, il y a Thomas Spinal. Il y a maintenant cet animal-là de Sergei Pavlovich. Mm-hmm. Ah, les derniers carrés là qui se jouent entre Cyril, Francis, John Jones avec Stipe, même si Stipe, on sait que je pense pas qu'il lui reste beaucoup. Je pense pas qu'il va encore briller. Mais en tout cas, Cyril, Francis et John Jones sont sur la pole position et ils sont sérieusement en danger. Ça pousse derrière. Celui qui va faire, tu sais, dans la meute des lions, où tu vois le lion celui qui va faire celui qui est un peu blessé ou âgé, il va se faire dégommer rapidement. Toi, tu préfères ça là, ce genre de situation où c'est vrai que bah, Cyril tout allait très vite, mais il y a eu ce côté où pendant 1 an et demi c'était le petit jeune, et là il commence à avoir le côté bon bah il est installé, et maintenant il y a les mecs qui commencent à pousser. Oui, c'est bien, ça pousse, ça met une pression. Ça met une pression. Mais Là, en termes de discours, du coup, t'as quelque chose de différent aussi, je pense, toi maintenant. Pas avec Cyril. euh, Même si c'est allé rapidement, je pense. oui, enfin, le discours, il a changé sur la- la- l'objectif. Moi, mon objectif premier pour les athlètes, c'est d'accélérer leur carrière. Je veux qu'un mec comme Nassoudine Imavov qui arrive à la salle avec euh, une victoire, une défaite, puisse se retrouver au bout de 3 ans, 4 ans au titre mondial de l'UFC. Quand on est arrivé là-bas, on va se débrouiller. On va trouver une solution pour combler les trous qui manquent. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, au MMA Factory avec Francis, c'était de l'amener du point A au point B, qui était le titre mondial, action personnelle, en management et sur l'entraînement. On l'a amené là-bas, jusqu'à ce qu'il affronte le premier championnat, le premier titre. Ensuite, on a fait pareil pour Cyril, avec des trous dans son game. Mais on sait comment prendre des raccourcis pour aller très vite et accélérer la carrière. Quand le gars est posé, qu'il est assis, qu'il a le confort de pouvoir s'acheter, se payer les sparring qu'il veut, de pouvoir se prendre les billets d'avion qu'il veut, de pouvoir aller où il veut pour se préparer, on va commencer à peaufiner tous les petits trous.
on va commencer à combler tout et dire, OK, là, on a le temps. Là, aujourd'hui, j'étais content. Aujourd'hui. On a fait un bel entraînement aujourd'hui où il va travailler son sol avec tous les jeunes de la salle. Il va s'entraîner avec Reda Meptouche, qui est l'un des meilleurs gars ici en France sur le sol, dans une catégorie légère, hein, c'est un 84 kilos. Mais il va tourner à côté avec des mecs comme le petit jeune Azamat qui a 19 ans qui est arrivé, le lutteur qui est arrivé au MMA Factory récemment. Il y a un transfert de connaissances qui se passe, il y a de l'amusement qu'il y a, mais on travaille, on peaufine tous les trucs, tous les derniers trucs qu'on ne pourrait pas. Et cette déclaration-là du petit Azamat qui dit, mais c'est un truc de fou. Moi, je le voyais comme un mec de striking et je me dis que je vais le mettre à discuter sur certains aspects de grappling. Mais en fait, il me met mal, quoi. Il comprend tout. C'est ce là, on a le temps de le faire. On peut prendre le luxe de le faire. C'est très. Il y a certaines personnes qui m'amusent en disant, ouais, oui, mais comment vous avez fait pour arriver avec tel à la ceinture? Il ne sait même pas faire la langouste, il ne sait même pas faire ceci. On y est arrivé déjà. On prouve qu'on sait comment y arriver. On prouve, on le sait, on le recommence et on vous prouve que on est capable de prendre un mec et l'amener jusqu'à ce qu'il atteigne rapidement quelque chose. Très rapidement, là, regarde l'adversaire Phil Hawes qui a battu Nassoudine Imavov. Regarde la trajectoire de sa carrière et regarde Nassoudine Imavov. Il est déjà en train de faire le main event. Main event, ça veut dire que nous, à MMA Factory, on a une usine de caméras, grosses caméras qui passent et qui viennent filmer Nassoudine, qui font des embedded sur lui, qui le mettent déjà en avant, qui lui font 15 000 interviews. Il est déjà dans le grand bain. Quand on va arriver, il va affronter un top 10 et peut-être bientôt il va faire la ceinture. Et ensuite, on va discuter. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme trou, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais il y est déjà. Et ça, on sait le faire. Aïe, 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 aïe. Fernand, il y avait aussi le main event avec Kevin Holland contre Stephen Wonderboy Thompson. Et bah voilà, c'est ce qu'il a dit Kevin Holland. Bah il est rapide le vieux quand même. Il est rapide. Parce que finalement, Wonderboy s'est imposé. TKO arrêt du corner de Kevin Holland après une blessure à la main. Mais globalement, grosse domination de Stephen Wonderboy Thompson. Très beau combat. J'ai aimé le combat, très divertissant, mais un peu déçu. Si je suis le coach de Wonderboy, de Kevin Holland? Ouais. Kevin Holland, je ne vais pas être content. Je, le jour où Kevin Holland prend le MMA au sérieux, il va devenir quelqu'un. Pour le moment, enfin, est-ce que tu te rends compte que ce mec-là a amené 3 fois au sol Wonderboy, l'a rappelé debout par sympathie, et en fait, quand il a eu sa main cassée et qu'il n'avait plus le choix, il a arrêté de faire il a posé son côté chevalesque de côté pour vouloir l'amener au sol. Tu te rends compte qu'il a amené au sol quand il pouvait l'amener au sol, plusieurs fois. Il aurait pu le garder au sol, faire le grand endpoint, assurer ses rounds, gagner son combat tranquillement. Il n'aurait pas été blessé à la main, peut-être pas. Et ce mec-là, il a quand même relevé son adversaire, même quand il était déjà blessé, pour repartir faire un combat de gentleman debout. Et ensuite, il fait un effort pour aller faire un double leg pour l'amener au sol et ça devient galère. Je trouve qu'il a beaucoup progressé. Il a montré un sol incroyable. Il a montré un timing de lutte incroyable. Il a montré du cœur, Kevin Holland. Mais il lui manque du sérieux. Il lui manque du sérieux, ce truc-là que tu me demandais le changement de discours que j'avais avec Cyril. C'est ce truc-là où on dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne te donnes pas toutes les armes pour aller au bout de ce que tu fais? Pourquoi de manière le règlement, tu ne triches pas quand tu vas au sol avec Wonderboy. Ça fait partie du MMA. Pourquoi tu fais le gentleman et tu le réinvites debout dans une dimension où il est meilleur, où il gère son taekwondo, où il te cueille à froid avec des gyakuchukui qui rentrent plein bouche? Pourquoi tu te mets dans cette situation alors que tu l'avais posé à l'horizontale? Pourquoi tu le ramènes à la verticale? C'est frustrant pour le coach, c'est frustrant pour le grand frère de la personne. Tu vois, bon, il y a Kevin Holland il y a Wonderboy, Thompson, c'est ça? Stephen Qui, Wonderboy Thompson, ouais.
voilà, qui se relève et qui fait une interview en disant quand je pense que ce mec avait la main cassée, mais m'a quand même relevé 2 fois du sol, c'est vraiment un comportement de badass. Who give a fuck? OK, il a les honneurs, on lui reconnaît le côté guerrier, il a été un gentleman, Mais à la fin des fins, faut quand même gagner. mais au final, c'est le mec qui est le plus actif. Je pense qu'il a battu tous les records comment dire, Ouais, d'activité, de rythme de combat à d'activité, quoi. l'UFC, Enfin, ouais. voilà. Mais derrière, il fait des Mm. conneries. Il est même plus bon qu'on ne le pense au sol. Il est même plus bon qu'il ne veut le laisser croire en lutte. Mais simplement, il manque un peu de sérieux. Il lui manque un peu le côté déter. Je vais arrêter un peu de faire big mouth et je vais me concentrer, essayer de faire des choses pour gagner ce combat. C'est ce que je déplore. C'est ce qui m'a marqué. Le combat était beau, divertissant, mais ça m'a marqué qu'il perd le combat de cette manière-là. Ça me touche pour lui parce qu'il mérite de gagner. Il mérite plus. C'était un beau combat. Thompson mérite autant que lui, mais Surtout que il, sportivement, tu dis qu'il y a matière. il y a matière. Il pourrait devenir quelqu'un. Tu es en main event, c'est une chance de pouvoir montrer que ta vie se joue à ça aussi, tu vois. Ça se joue. Ouais. Quand on a oublié ce qu'il y a eu comme bonus, comme soirée, machin, on va se rappeler juste de ce qui est écrit rouge ou vert. Et il a encore un rouge. Et l'autre encore un vert. C'est assez relou. Mais puis surtout qu'on est dans une situation là où, enfin perso, moi je sais pas quoi en faire maintenant de Kevin Holland. Après, le fait qu'il est assuré en main event, lui pérennise son taf. Mais on ne sait plus comment l'amener vers la ceinture. Il va pouvoir combattre jusqu'à, enfin, s'il y a, comment dire, il y a des gens qui, enfin, il y a des noms là, qui combattent encore sur la même carte. Comment il s'appelle le gars, les Clay deux frères Guida? là? Non, ouais, Clay Guida, ouais. Si Clay Guida combat encore, bon, Ouais. tu t'imagines bien que Kevin Holland aura encore sa place pour combattre, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose de joué. Il y avait moyen de monter le classement, tu vois. Il y avait moyen de monter le classement et ça me fait de la peine pour lui. Et avant ça, Fernand, avant l'UFC, il y avait un choc en boxe. Tyson Fury contre Derek Chisora. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, moi, j'aime les matchs où il y a du suspense. C'était couru d'avance. Bah voilà. Mais surtout pour le titre, Ouais, tu vois, pour le titre mondial, je trouve que c'est c'est ça, vraiment dommage. c'est ça. Surtout quand tu t'appelles Tyson et que tu veux être la légende du MMA. Tu veux prendre le nom de Mohamed Ali. Tu veux devenir le coach du MMA. Enfin, de la boxe. Tu peux pas te permettre de prendre Chisora. Non, c'est pas terrible. Ça t'impressionne quand même quand tu vois qu'ils arrivent à remplir un stade de 50 000 places? Absolument. Je sais Ça, pas par comment ils contre, font. C'est fou parce que même pas il y a, couvert hein, d'ailleurs en plus. disons, je sais même pas pourquoi ils prennent encore les risques de faire des packs non couverts. Ça n'existe plus. Tu parles à Dana White du Stade de France, il te dit oui, bonne idée, mais si vous ne mettez pas vous ne couvrez pas, je ne fais jamais parce que les intempéries, je ne les contrôle pas. Tu as la boxe anglaise normale, moyenne, petite boxe anglaise qui ne réussit pas à remplir une petite salle de 1000 personnes. En France, les petits combats de boxe, les petits championnats, la salle elle est vide, il n'y a personne. Et tu as ce haut niveau de la boxe où tu as 80 000 personnes qui remplissent un stade. Avec un boxeur, enfin, j'ai beaucoup de respect chez Zora, mais c'est pas Oui, c'était pas un combat qui folichon. était attendu, personne ne voulait de ce combat. Voilà. Et c'est effrayant. Ensuite, bon, je suis quand même inquiet du comportement d'après-match de Tyson et tu sais, il est plus effrayé par euh, le comportement du Zik qu'il écoute dans un silence de cathédrale et qui écoute Tyson aboyer, aboyer, aboyer. Je me dis, c'est chaud quand même. J'espère qu'il va pas le descendre facilement comme ça, tu vois. Quand même. Oh, attends, tout est. Enfin, Ah, tu penses que Usyk peut le faire? Zik qui est dangereux. Ok. Parce que Il là, est je me dis, il y a une dangereux, tu limite vois. physique qui fait que c'est plus ça. Où je me dis, C'est bon. ça. Il y a la roubladise, il y a le fait qu'il ait l'expérience, qu'il se pose dessus, qu'il s'appuie dessus, qu'il gère un peu. Ah, mais attention, tu vois.
S'il le prend à la légère, il peut dormir. Je, je- Si ça va à la décision, je pense que Usyk perd. Mais attention, je sais qu'il a un bon menton qui s'est déjà relevé, mais il y a le temps qui passe, il y a l'âge qui passe, il y a le confort qui rentre. C'est très difficile d'être très riche et d'avoir la même hygiène de vie. Quelqu'un qui a déjà été dans le passé troublé par l'alcool, par des problèmes mentaux. Euh, euh, je ne sais pas. Je me méfie de ce qu'on pourrait voir entre Usyk et Tyson Fury. J'ai peur quand même. Oi, J'ai oi, peur oi. qu'il sous-estime et que ça se passe mal. Oui, parce que je te rejoins complètement du côté du Zik, on sait à quoi s'attendre, on sait que le gars sera au niveau, il n'y a pas de souci. Hein. Il est sérieux comme une crise cardiaque. Ça ne bouge pas. Il rigole même pas. Fernand, Ouais. faut vraiment que tu sortes un livre sur tes expressions, s'il te plaît. Ah bon? Je pense que il est sérieux comme une crise cardiaque. Hey, à propos de livres, Ah, ça y est! Il l'a reçu, ça fait moi, plaisir. je te l'ai dit la semaine dernière C'est que je l'avais vrai, pas, je c'est l'avais vrai, c'est reçu. vrai, c'est C'est vrai, juste c'est que je ne vrai. l'avais pas complètement lu. C'est Mais vrai. c'est une dinguerie en fait. Ah. Attention, je ne vais pas. Si, bah tu peux spoiler, il n'y a pas de spoiler. De toute Bah, façon, tu l'as dit, dans le sport, il n'y a pas de spoiler. C'est ce que tu dis ouais, sur Twitter. Voilà. c'est vrai. Ici, la première page déjà, elle tue. Je ne vais même pas l'ouvrir. La première page, elle Ah. tue. C'est une photo spéciale qui rentre dans les annales. Ensuite, il y a une série de photos des côtes. C'est terrible et tout. J'ai adoré le bouquin. Des belles photos, papier glacé. Ça vaut son pesant d'or. La couverture est tue. Moi, ça rejoint une place d'honneur dans ma bibliothèque. Et à côté de ça, on a la revue de tout. Mais je le dis parce que je sais que tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire parce que comme c'est King NDG, tu as peur que ça parle mal ou quoi que ce soit. Mais moi, je te dis encore, quand c'est beau, c'est beau. Tu vois, c'est un très beau bouquin, il est très bien fait. Il y a les renseignements pour tout le monde. Il y a la naissance du MMA. Il y a l'UFC 1 qui commence. Ensuite, il y a le déroulement. On parle de toutes les organisations. On parle du WEC, du Cage Warrior, du ONE FC, du Pride. On parle de tout. Et il y a même un glossaire à la fin, un lexique qui vous donne tous les détails en gros, avec un gros caractère de toutes les explications. C'est génial. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. S'il y a un bémol que je peux Ah, rajouter, vas-y, voilà, quand même. Voilà, vas-y. c'est le côté, il y a très peu sur le MMA français. Oui, Donc, oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. le MMA français, on parle là du dernier combat, C'est enfin ça. du combat qui a retenu Francis l'attention des gens contre Cyril. mondialement, Ouais. François contre Cyril. Ensuite, on voit la très belle photo du chaos de Cyril à Bercy. Mais je trouve que, ne serait-ce que moi, je suis jaloux déjà par le fait que je vois là tous les événements et que il n'y ait pas, Ah, tu vois, non, tu mais vois, pour la réédition. Pour la réédition. Mais Voilà. voilà, je pense il y a par exemple le décompte des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du MMA. C'est génial, ça ramène à ceux qui sont de la nouvelle génération des noms très importants du MMA. C'est un véritable historique. Mais à côté de ça, j'aurais bien vu quelques noms, voilà, français. J'aurais bien vu un peu l'histoire de la France aussi en termes de MMA. On a une histoire, certes nouvelle, certes récente, mais on a une belle histoire. Enfin, on je veux dire le MMA français, hein, parce que voilà quoi, moi je suis entre deux pays et je ne voudrais pas que euh, mes frères africains me prennent la tête et oublient que T'as déjà été euh, d'ailleurs dans des situations comme ça, toi, justement? ah oui, Ah oui, mais ouais. Ça a dû être. systématiquement, Ouais. systématiquement, quand je parle du MMA français, je suis attaqué, ou quand je parle du MMA africain, je suis attaqué, je suis entre deux eaux, c'est Oh là systématique, c'est là. automatique. Mais en tout cas, c'est, 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 c'est- serait dommage de ne pas l'avoir dans sa bibliothèque. C'est le genre de bouquin qui va toujours servir parce euh, il y a le, il y a le truc qui t'apporte l'éducation, qui t'explique exactement c'est quoi le bouquin, c'est quoi le MMA, les détails du MMA, l'histoire, les règles. Il y a tout sur les règles. Et non, j'ai aimé, j'ai adoré. C'est assez espacé, lisible, avec de très belles photos pour que ce ne soit pas très ennuyeux et que ce soit digeste. Mais en même temps, c'est très instructif. Donc voilà, merci. Merci Oh beaucoup. là là, bah merci beaucoup Fernand. En même temps, voilà, nous on a eu le bénéfice de ta sortie de ton livre en février.
t'as placé le standard à un certain niveau, on s'est dit, bon, on peut pas faire moins bien. Donc bon. Écoute, Eh, c'est bien, c'est bien. Vous donc, avez bien levé la barre et vous me motivez sur. ouais, Je suis en, é- parce que je suis toi, en t'as d'autres... écriture. Oui, oui, parce que Ouais, monsieur a posté ouais. une petite story, là. Je suis en écriture et il y a pas mal il y a 2 bouquins en cours. Et ça va être intéressant. Mais en tout cas, Ok. le grand Ça, livre du c'est bien. MMA, c'est pas juste un titre. C'est vraiment le grand livre du MMA. Oh, oh, oh là là, bah merci beaucoup. Bon, on va se quitter là-dessus. Je le rappelle, je pense que de toute façon, tous ceux qui regardent le podcast le savent. Ares Fighting Championship volume 10, jeudi soir, ça va être Yeah, bouillant, volume il y a 10, quasiment plus de place. On m'a dit, on m'a soufflé dans l'oreille que il y a moyen que ce soit, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, allez, que ce soit ce... Regarde encore, oh, qu'est-ce qu'il va raconter? Bah que c'est celui qui a le plus de succès en termes de billetterie de l'histoire d'Ares Fighting Championship, donc c'est-à-dire que les gens c'est sont très c'est- très chauds. c'est ça. C'est impressionnant ce qui s'est passé. Bah, il y a des beaux combats, hein. Il y a celui de Michael Lebou et Kalamous dont on a parlé, mais on n'a pas parlé de Aïda et Peña. Aïda, Oui. c'est 11 combats sur lesquels il a perdu un seul combat et il a perdu contre qui? Contre le coach des Bantamweight en France qui était là, la Lapillus. C'est tout. Non, et puis surtout, Euh, t'as dit quand même pour faire monter les enchères Ah non, aussi non, que celui qui non, gagne non. a le title shot. C'est ça, non, non. Peña, il a perdu une seule fois. Et ensuite, Aïda a perdu une seule fois. Donc, Peña a 11 combats, une seule défaite. Aïda, 9 combats, une seule défaite. Et il a perdu une seule fois face à un tueur, un mec qui s'appelle Carlos Azevedo, qu'il a d'ailleurs perdu contre lequel il a perdu une fois, il a gagné une autre fois. Le mec a 37 combats. Tu te rends compte que Moustapha Aïda a 11 combats, mais il a combattu contre un mec qui a 37 combats, grosse expérience. Et de l'autre côté, on a Peña qui a nettoyer le plus gros événement en Afrique, l'EFC en Afrique du Sud. C'est un mec qui est du Portugal, mais qui vit en Afrique du Sud et voilà. Donc, c'est un gros combat. C'est un gros combat sur lequel ce mec-là, Peña, sur toutes ses victoires, il a 100% de finish. 100% de finish. Est-ce qu'il va réussir à finir le nordiste Moustapha Eda? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on souhaite que le MMA français sorte gagnant de ce combat. Ensuite, tu as le choc féminin entre l'Italienne Fabiola Pigioni, qui a été championne de la Coupe européenne de judo. Elle a été vice-championne. Elle a été en senior des fois, déjà 2 fois championne nationale en Italie de judo. Elle va affronter Asia Miri, qui de son côté a 125 combats de Muay Thai avec des multiples tireurs mondiaux. Elle est championne plusieurs fois du monde en Muay Thai. Donc, gros choc avec une différence totale entre le sport de préhension et le sport de percussion. Et ensuite, on a un combat qui retient aussi mon truc, mon Ton attention. attention, oui. L'Italien Paolo Anastasie qui a 2-0, qui va affronter Paulin Béguet qui a 2-2. 2-0, mais attention, Paolo Anastasia, il a écumé le circuit amateur. Il a 22 combats en amateur. Il a été champion du monde amateur de MMA. Et il va affronter Paulin Béguet qui est sur 2 revers sur Ares. Et je pense qu'il est dos au mur. Il a intérêt à gagner ce combat, sinon ça va être compliqué. Il a eu 2 victoires sur LFA, la ligue hollandaise, la meilleure ligue hollandaise, avant d'arriver sur Ares à Paris. Et depuis qu'il est à Paris, il a eu 2 défaites. Peut-être la ligue était un peu au-dessus de lui. Et là, il y a un seul tir de correction, c'est ce qui va se passer. Et puis, le petit bijou de la fin, sur les combats qui tiennent mon attention, c'est Aboubakar Younousov, qui a 0-0 en MMA, mais avec 4 combats amateurs très intenses. Il a été multiple champion sur le grappling, qui va affronter Tom White, qui est aussi un Anglais, qui a 0-0 en amateur, en MMA, mais avec 6 combats amateurs intenses. C'est du très haut niveau. Donc voilà. Il y a quand même Checker encore aussi s'il y a... Bader Medkouri contre Benjamin Seic. Moi, ça m'intéresse aussi. Voilà. Oui, oui. C'est un combat. Waouh. Bah, c'est Oui, une vraie opposition de style. Et puis Seic, ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu et il fait tout le temps des combats. Enfin, on sait qu'il va se passer des choses avec lui. Voilà. c'est ça. Bah, après, pourquoi ça ne me chauffe pas trop? Parce Ah, qu'il est grave unidimensionnel. oui, Dans ça le par contre, sens c'est où, vrai. C'est vrai, c'est vrai. si son adversaire trouve la solution pour empêcher le combat d'évoluer dans la zone où il veut la lutte et le sol, on aura un combat à sens unique.
Si, par contre, il met la main dessus, c'est aussi à sens unique parce qu'il a un niveau de sol effrayant. Il est vraiment ce qu'il fait au sol. Le jour où ce mec réussit à régler son problème de contrôle et de lutte, il bat le top 10 de l'UFC au calme. Il est capable de soumettre n'importe qui sur n'importe quelle position. Tu lui donnes une position venue dans ta tête. Tu lui dis, embrasse-le, fais-lui un câlin. Et tu lui dis soumission, il soumet. Il est extrêmement bon et élaboré sur les techniques au sol. Vraiment extrêmement bon. Je te dis, les lourds de la salle ou les mi-lourds de la salle de MMA Factory, il les prend, il les soumet quand il veut. Je ne te cache aucun nom. Il les soumet quand il veut, comme il veut. Il est extrêmement dangereux. Maintenant, reste à mettre la main dessus et reste à régler les problèmes et améliorer sa boxe. Donc, on a un match vraiment qui est très clair. Bad va tout faire pour garder le combat debout. Benjamin Seyib doit amener le combat au sol. Chacun a choisi son camp. Donc, la salle, le palais des sports va être divisé en deux. Il y aura les pros grappleurs juste brésiliens qui vont faire ça, yes, pour que Benjamin Seyib puisse amener au sol. Et puis, d'un autre côté, il y aura les pros strikers qui vont tout faire pour croiser les doigts pour que Bad reste debout. Et ben voilà, réponse d'Easy de jour. Ares 10, le King, merci beaucoup comme chaque semaine. À la semaine prochaine pour recap Ares et UFC 282. Voilà. Let's go. I'm fucking coming for you!